Bonjour chers auditeurs, bonjour chère communauté du Moroccan Retail Tech Builder. Au nom du ministère de l'Industrie et du Commerce et au nom de l'Université Mohamed VI Polytechnique et du Startgate, je tiens tout d'abord à vous remercier tous d'avoir été très nombreux à répondre favorablement à notre invitation pour cette rencontre d'aujourd'hui et de vous être inscrits en nombre très important aussi sur la plateforme marocaine de la digitalisation du commerce qu'on appelle communément aujourd'hui MRTB, comme vous le savez très bien. Alors je tiens également à remercier l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, de nous accueillir aujourd'hui dans ces locaux de Sidi Marouf pour tenir notre rencontre. Et je tiens aussi à rappeler que la communauté MRTB, dont vous faites partie bien sûr, est une communauté qui est constituée de représentants des secteurs publics et privés, des champions nationaux, des start-upers ou des entrepreneurs de manière générale et aussi d'ambassadeurs qui agissent et qui sont intéressés par le secteur du commerce de manière générale. Et cette communauté, bien sûr, a prévu se réunir de manière périodique pour échanger, réfléchir ensemble, être inspirés, également de pouvoir échanger autour des défis et des opportunités qu'offre le retail au Maroc et en Afrique. Et c'est dans le cadre de ces rencontres que nous recevons notre invité d'aujourd'hui, M. Kamal Khalis, que je présenterai dans un instant, et avec qui nous découvrirons de manière générale quel est l'impact de la digitalisation sur les GMS, les grandes et moyennes surfaces, mais pas que. Bien sûr, on parlera du secteur du commerce de manière générale, et avec lui, nous allons comprendre de manière très claire dans quelle mesure l'e-commerce peut être un véritable levier stratégique, à la fois bien sûr pour Marjan Holding qui représente, mais également pour l'ensemble des entreprises qui agissent dans le secteur du commerce de manière générale. Alors, nous avons prévu poser plein de questions à M. Kamal Khalis, mais vous aussi, vous avez l'opportunité et l'occasion de poser vos questions via le chat en direct, et moi je prendrai le soin bien sûr de les lui poser. Alors, si Kamal Khalis, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour inaugurer avec nous cette première édition des rencontres MRTB. Et je voudrais, avant de commencer et de parler de l'expérience de Marjan Holding de manière générale dans ce secteur, j'aimerais vous poser une question pour savoir votre avis sur cette initiative MRTB, de cette plateforme qui a été lancée par le ministère de l'Industrie et du Commerce et également l'Université Mohamed VI Polytechnique. Merci de m'avoir invité. Bonjour à nos auditeurs, bonjour à tous, à toutes. Moi, je trouve cette initiative très intéressante parce que nous avons enfin une plateforme qui permet de créer le lien entre un univers d'opérateurs économiques déjà structurés dont nous faisons partie en tant que groupe Marjan, d'un côté, et puis de l'autre, un écosystème, une communauté d'entrepreneurs, de start-up, une plateforme qui va permettre du coup d'avoir de l'échange, du partage des différents business cases, et je me sens honoré d'en être le premier invité aujourd'hui. Merci, Khalis. Une première question pour commencer. Quel regard portez-vous sur l'écosystème du digital au Maroc de manière générale, et puis quel impact pourrait-il apporter, ou quel impact il apporte en tout cas à ce secteur de manière générale? Je porte un regard très optimiste sur la dynamique du digital au Maroc, parce qu'un certain nombre de facteurs clés de succès sont déjà là. Comme vous le savez, nous avons une très forte pénétration en termes de smartphones. Nous avons également aujourd'hui une très bonne couverture en data et d'accès à la 4G. Et nous avons enfin, et c'est peut-être le plus important, une population jeune, ouverte sur le monde et les opportunités qu'il présente. Maintenant, on ne peut pas aborder ce sujet sans aussi souligner ce qui se passe et le contexte duquel, alhamdoulilah, on est quasiment sorti aujourd'hui, qui est le contexte sanitaire des 2 dernières années et qui a amené
ou créer les conditions pour accélérer les tendances et aujourd'hui confirmer la pertinence stratégique du virage digital. Aujourd'hui, comme vous savez, il n'y a plus personne. Il y a 3-4 ans, on se posait la question du digital, le pourquoi du digital. Aujourd'hui, cette question, plus personne ne se la pose. Et on se pose plutôt des questions du qu'est-ce que je dois faire, le quoi faire et comment je dois le faire. Alors ensuite, si je devais mettre quelques chiffres en perspective de cette dynamique, ou pour illustrer cette dynamique dans le pays, alors je vais d'abord parler du marché du e-commerce. En plus, ce qui est intéressant, c'est des chiffres qui ne sont pas accessibles au grand public aujourd'hui. Alors, le marché du e-commerce, des produits et biens de consommation, il y a 4-5 ans, c'était un marché qui était en deçà de 1 milliard de dirhams. En 2021, ce marché est passé entre 6 et 8 milliards de dirhams. C'est-à-dire c'est un marché qui a fait x6 en l'espace de 5 ans. Et cette dynamique, cette très très forte dynamique, aujourd'hui, elle continue. Si on devait utiliser un autre proxy pour un peu apprécier cette dynamique, c'est le financement, l'accès au financement. Alors, dans le monde, si on prend ce qui s'est passé en 2021, les levées de fonds, le total des levées de fonds orchestrées par les différentes startups dans le monde, c'est 2021, c'était à peu près 600 milliards, mais c'est surtout, là, c'est la dynamique. Ça a doublé entre 2020 et 2021. Ça, c'est dans le monde. Après, en Afrique, dans notre continent, on a triplé entre 2020 et 2021. En 2021, les startups africaines ont levé 5 milliards de dollars. C'est très, très important. C'est près de 50 milliards de dirhams. Après, quelle est la part du Maroc là-dedans ? Au Maroc, en 2021, les différentes startups marocaines ont levé une bonne centaine de millions de dollars, c'est-à-dire un peu plus qu'1 milliard de dirhams. Alors, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. C'est beaucoup parce qu'1 milliard de dirhams et un peu plus qu'1 milliard, ça devient significatif. C'est peu parce que le Maroc, de par la taille de son économie ramenée à l'échelle du continent, doit aspirer à plus, au moins à x2, à x3. Mais cela montre encore une fois qu'il y a énormément de potentiel qui est devant nous, qu'il faut aller chercher. Alors maintenant, dans votre question, il y a la dynamique du digital et l'impact sur le retail. Et là, sur ce deuxième aspect, la question elle est intéressante. Elle est même fondamentale parce que le digital est en train de redessiner les cartes et redéfinir les règles du jeu dans le commerce. Alors, je vais donner une figure un peu pour illustrer cela. Si on prend ensemble le top 10 des retailers mondiaux, on va trouver les Américains, les Walmart, Costco, Walgreens, on va trouver un Britannique, Tesco, Carrefour, le français, on va prendre l'allemand, Metro. On prend ce top 10 et on prend leur valorisation en bourse, leur valeur en bourse. Alors, on cumulé, ils pèsent à peu près un peu moins de 1000 milliards. J'ai déjà fait le calcul il n'y a pas longtemps, même avec la crise, ce qui se passe, à mon avis, ça a un peu changé. Donc, on parle à peu près de 1000 milliards, retenons ce chiffre de 1000, le top 10 des retailers. Dont certains sont là depuis 70 ans, ils sont à 1000. Amazon, qui est là depuis 25 ans, il est à 1600. Il est à presque 2 fois le top 10 des retailers cumulés. Et du coup, la question qui se pose, c'est pourquoi c'est comme ça aujourd'hui ? Pourquoi un Amazon en 25 ans monte à 1600 quand le top 10 est uniquement à 1000 ? Et c'est là où je reviens à cette idée parce que Amazon, et de manière plus générale, le digital, le e-commerce est en train de redéfinir les cartes. Alors, d'abord, il fait tomber, en fait, quand je parle de redéfinir les cartes ou les règles, il change les paradigmes. Alors, le premier paradigme qui tombe, c'est que depuis toujours, faire du commerce, c'est avoir des produits qu'on met dans des magasins. Et puis, ces magasins, il faut qu'ils soient le plus proche possible de là où habite le client, où travaille le client. Ce qu'on appelle une zone de chalandise. Et donc, pendant 70 ans, l'innovation dans le secteur du commerce, elle s'est faite par une logique de nouveaux formats plus adaptés, de nouveaux concepts, mais toujours dans le cadre du magasin. Et le client se déplace pour aller chercher les produits. Alors avec le e-commerce, ce qui se passe, c'est le produit qui se déplace vers le client. Ça n'est plus le client qui se déplace vers le produit. Et ce petit changement en façade comme ça, il change énormément de choses derrière parce que du coup, il y a de nouveaux métiers qui naissent. Il y a un premier métier qui est toute la logistique qu'on appelle communément le last mile, le dernier kilomètre, la livraison à domicile. Donc là-dedans, on pourra, j'imagine, un peu développer plus tout à l'heure, parce que c'est clairement un sujet qui va intéresser notre audience. Donc, les métiers de la logistique du dernier kilomètre. C'est également, le magasin n'est plus un magasin où on vient acheter, mais c'est un magasin où on prépare de la commande. Et si je vous disais, oubliez tout ça et dessinez-moi un magasin qui va servir à préparer une commande.
Ce magasin ne sera pas différent, parce qu'on va parler plutôt d'un entrepôt que d'un magasin. Vous n'avez plus besoin d'avoir l'entrepôt sur la terre la plus fréquentée où le mètre carré coûte cher. Donc, déjà sur cette notion de c'est plus le client qui va vers le produit, c'est le produit qui va vers le client, ça redessine les modèles opérationnels, les modèles économiques. Ça, c'est un premier paradigme qui tombe. Il y a un deuxième paradigme qui tombe. Là aussi, depuis la nuit des temps, le commerce consiste à acheter des produits, les porter dans ses stocks, physiquement, dans des entrepôts, comptablement, donc en y mettant du cash, et puis revendre ces produits en réalisant une certaine marge. Alors, depuis quelques années, on voit arriver des plateformes d'intermédiation qu'on appelle les marketplaces, qui changent ce paradigme parce qu'elles se positionnent entre le vendeur d'un côté et le client de l'autre. Et elles gèrent du marketing, elles gèrent le flux financier, et puis elles s'occupent de toute la partie logistique end-to-end, depuis chez le vendeur, chez le client. Et surtout, ce que cela amène, c'est que ces plateformes n'ont pas besoin de porter les stocks dans leurs entrepôts ou en y mettant leur cash. Et donc, quelque part, le potentiel d'offres qu'une plateforme peut proposer devient quasiment infini, parce qu'on peut connecter potentiellement tous les clients de la planète avec tous les vendeurs de la planète. Et donc ça fait tomber un deuxième paradigme qui est un peu la barrière physique et la barrière financière par rapport à la notion de stock. Donc un deuxième paradigme qui tombe. Il y a un troisième paradigme qui change également, qui consiste à regarder la relation entre la marque et le consommateur. C'est fini le temps où la marque, elle gère sa distribution dans un certain réseau, en tout cas c'est fini, en tout cas c'est en train d'évoluer. Et puis on met un spot de 30 secondes à la télé pour informer le consommateur. Aujourd'hui, on a affaire à des clients plus matures digitalement, qui ont appris et qui développent aujourd'hui des réflexes où ils interagissent avec leur téléphone, avec un contenu interactif. Et donc du coup, ça vient et ça chamboule tout cela. Tout cela amène, sur ce deuxième paradigme aussi, un niveau de connaissance sur le client inégalé par le passé. Et donc, qui permet ce qu'on appelle communément l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire, de plus en plus, les marques peuvent s'adresser à leurs consommateurs, à travers un certain nombre de leviers dont on pourra parler par la suite, dans une logique beaucoup plus personnalisée. Et donc, on a parlé de 3 paradigmes qui définissent les règles du jeu, et aujourd'hui, ça ne veut pas dire que le digital, le commerce sur le digital va venir remplacer le commerce dans le physique, mais il est en train en tout cas de l'impacter, de le compléter. Alors, on parle d'une autre mention qui est l'omnicanalité, qui consiste à dire comment, et je pense, de mon point de vue, ceux qui réussiront demain, c'est ceux qui auront bien compris cette dualité en ce qui se passe dans le physique et ce qui est en train de se passer par les leviers digitaux et comment on réfléchit tout cela d'une manière globale et cohérente. Merci, M. Khades, pour tous ces éclairages qui m'amènent à poser une question déjà d'emblée sur cette expérience magnifique de Marjan Holding. Et comme tout le monde sait aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, que Marjan Holding a engagé une véritable transformation digitale qui a certainement bien réussi, puisque les chiffres sont là pour nous le confirmer, et surtout à révolutionner, et vous me direz après ce que le mot est exagéré ou juste, à votre avis, à révolutionner le retail au Maroc. Et à travers cela, on voit aussi que les résultats auxquels vous êtes arrivés vous ont donné la possibilité d'ambitionner, de passer d'un leader de la distribution physique, si on peut dire en magasin, à un véritable leader dans la distribution que vous dites omnicanal, où il y a le physique et le digital en même temps. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question que se pose certainement l'ensemble de notre auditoire aujourd'hui. Comment vous vous êtes organisé en interne pour pouvoir d'abord lancer cette transformation digitale et pouvoir la réussir? Merci, merci Cétal. J'en suis flatté et au nom du reste de l'organisation de Marjan. La question, c'est une question vaste. Et je vais essayer je vais essayer de l'aborder en différents temps, en différentes étapes.
si vous le voulez bien, je vais parler un peu de comment Marjan est en train d'aborder le sujet, ou a décidé d'aborder le sujet depuis 3 ans. Et ensuite, qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Et du coup, comment cela nous amène à envisager un peu la suite de tout cela. Alors, dès le départ, depuis 3 ans, on s'est dit que la transformation digitale, c'est un sujet très vaste. Il va falloir le canaliser. Il va falloir le canaliser pour pouvoir rapidement opérer des changements et des réussites qui puissent être visibles. Donc, on a décidé d'articuler le programme de transformation digitale autour de 3 axes principaux. Alors, le premier, c'est de regarder notre activité opérationnelle et de dire comment le digital, les nouvelles technologies peuvent contribuer à la rendre plus efficiente. À titre d'illustration, on regarde une dimension, par exemple la logistique de notre métier, c'est quelque chose de très très important. On opère aujourd'hui une des plus grandes plateformes logistiques au Maroc, une plateforme de 60 000 m². Les magasins passent leurs commandes auprès de cette plateforme. Alors aujourd'hui, la manière dont les commandes des magasins sont traitées dans la plateforme, il y a beaucoup de digital dedans. Donc les opérateurs, par exemple, ils ont un certain nombre d'algorithmes et même des robots qui les guident pour leur dire pour telle commande, pour tel produit, voilà où il faut aller le chercher. Voilà le chemin le plus optimal, et ce qui permet in fine d'augmenter la productivité du système et pour le rendre plus efficient. Donc ça, c'est juste un titre, c'est juste un simple exemple de comment le digital, sur ce premier axe, peut aider à transformer nos activités opérationnelles pour les rendre plus productives, plus efficientes. Il y a un deuxième axe qui est l'axe client data. Aujourd'hui, alors, on a mis en place depuis un peu plus d'1 an et demi un programme de fidélité qui en réalité c'est un programme de connaissance client. Et nous sommes contents aujourd'hui d'avoir sans doute le programme le plus large de connaissance client au Maroc parce qu'on a plus de 2 millions de membres dans ce programme. Et ce que cela amène, c'est une connaissance beaucoup plus pointue à l'échelle de l'individu de ce qui se passe dans nos magasins et comment notre commerce, comment on interagit avec nos clients. Et donc cela amène, puisque on commence à comprendre de manière beaucoup plus fine quels sont les besoins de nos clients, comment on peut adresser ces besoins de manière beaucoup plus pointue, beaucoup plus personnalisée. Et par exemple, en 2022, on a déjà commencé depuis un moment à mettre en place pour la première fois des offres personnalisées. C'est-à-dire vous, c'est-à-dire et moi, selon nos habitudes, on aura des offres qui répondent, pas forcément la même offre, et chacun aura une offre par rapport à ce qu'il aime consommer, ou par rapport même à ce qu'il aime consommer mais qui ne fait pas. Mais en tout cas, le deuxième axe, il est autour de la data. Et puis, il y a un troisième axe, qui est l'axe du commerce en ligne, qu'on appelle le e-commerce. Et là-dedans, nous avons commencé par lancer le e-commerce alimentaire, depuis maintenant 1 an et demi. Nous sommes très contents des résultats, ça se passe très très bien. Et aujourd'hui, c'est comment dire, sur ces 3 leviers, nous enregistrons un certain nombre de premières réussites qui permettent de fédérer davantage l'organisation autour de tout ce programme de transformation et qui nous donnent envie d'aller encore plus loin. Alors, ce plus loin, comment je pourrais un peu l'expliquer de manière assez schématique? C'est de par notre organisation et l'ensemble des opportunités qui s'offrent à nous, on s'est dit à un moment donné, il y a des choses qu'on sait faire, qu'on peut faire tout seul. Mais il y a un certain nombre de choses pour lesquelles il faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas faire. Et je vais m'appuyer sur des expertises pointues par domaine d'activité. Et donc on a décidé de s'appuyer sur un certain nombre de startups pour nous accompagner dans notre développement, et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis plusieurs mois maintenant. C'est du concret. On n'est plus dans le wishful thinking ou dans de l'ambition. On est dans des choses concrètes, réelles, qui tournent. Après, la sélection de ces premières startups, de par qui nous sommes. On revendique le fait d'être un groupe marocain depuis 30 ans. On est très très fiers de l'être. Et donc, on s'est dit, la sélection de ces startups, il faut qu'ils soient des startups. C'est important pour nous que ce soit des startups marocaines. Et donc, comment on envisage la suite? Il y a ce comment où nous, Marjan, avec un ensemble de startups qu'on a sélectionnés, avec qui déjà on réalise un certain nombre de choses, d'autres qui viendront, chemin faisant. Déjà, c'est un premier sujet. Les autres sujets, c'est dans la continuité de ce que nous avons initié sur la data. Maintenant, on commence
avoir ce premier programme d'offres de marketing personnalisé à l'échelle de Marjane, on est en train de regarder comment on peut agréger et fédérer autour de cette idée, de ce concept, l'écosystème de nos partenaires. J'entends par cela les fournisseurs. On est en train de réfléchir et même on est très avancé dans ces réflexions. Et sur le modèle de e-commerce, on a commencé par du e-commerce alimentaire. J'ai parlé tout à l'heure de marketplace, des logiques d'intermédiation. Donc c'est aussi des sujets que nous sommes en train de regarder de très près et sur lesquels on est à des stades très très avancés. Et j'espère que nous aurons l'occasion très très prochainement de les développer davantage. Nous aurons l'occasion de parler aussi de cette collaboration que vous avez mentionnée à l'instant entre Marjane Holding, mais également l'ensemble des startups auxquelles vous avez fait appel ou avec qui vous avez travaillé. Mais j'aimerais aussi aller encore une fois dans cette transformation pour dire que j'imagine que une transformation digitale au sein d'une entreprise et principalement au sein de Marjane Holding n'a pas été certainement de tout repos. J'imagine il y a eu certainement au début, même en cours de réalisation de cette transformation, quelques difficultés, certainement des contraintes auxquelles vous étiez confrontés. Quelles ont été ces contraintes ou ces difficultés et comment vous avez fait en sorte à pouvoir les lever et les dépasser, pouvoir réussir vos transformations sans aucun problème, disons. Vous avez raison, je vous remercie pour la question parce que là on est au cœur en tout cas pour les grandes structures, on est au cœur de l'une des problématiques centrales. C'est comment on peut opérer et réussir un programme de transformation digitale de cette ampleur. Là, ça va être difficile d'être dans une posture de donneur de leçons, parce que je pense qu'il faut rester humble par rapport à tout cela, et donc tout ce que je peux faire, c'est d'écrire ce que nous avons nous fait à Marjane. Alors, nous, dès le départ, je pense qu'on a compris très vite que ça allait être compliqué. Donc ça, c'est important. Du coup, on s'y est préparé. Alors, on s'y est préparé en disant on va travailler sur 3 leviers, à mon avis, sur lesquels il ne faut pas se rater. En tout cas, dans notre humble expérience, qui se sont avérés de véritables leviers qui nous ont beaucoup aidés. Alors, le premier, qui peut paraître un peu galvaudé et générique, l'appropriation par le top management. J'entends cela et tout le monde en parle. Ce qui fait la différence, c'est que depuis 3 ans, le comité exécutif de Marjane et le président du groupe se réunit tous les mois, entre une demi-journée, une grosse journée, pour parler de ce programme de transformation digitale, de le suivre. Avec le temps, l'organisation, le reste de l'organisation, a commencé à comprendre que c'est sérieux. On n'était pas en train de faire semblant, on était en train de faire. Et avec le temps, on va dire le middle management a commencé lui-même, parce que quand on a on va dire un peu incubé le programme au niveau du COMEX, petit à petit, ce programme, on a commencé à le décliner dans des logiques un peu plus opérationnelles, et ça a permis au middle management et au reste de l'organisation jusqu'à aujourd'hui, je pense, le dernier du meilleur de la chaîne au niveau de Marjane. Donc vraiment, l'appropriation par le top management, c'est beaucoup de travail. Parce que surtout au début, c'est beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas. On va pas, on n'est pas Amazon. On n'est pas Amazon, on n'est pas Google. On est d'abord un retailer et on est fier de l'être. Mais donc du coup, quand on aborde ces sujets-là, il y a beaucoup de questions et très peu de réponses. Et donc c'est comment naviguer dans ces incertitudes et rester persévérant. Parce que comme je vous ai dit, ça fait 3 ans, 36 mois. Je pense à un minimum, on a eu 36 comités exécutifs entre une demi-journée et une grosse journée. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, c'est comment on s'organise au niveau de la mise en œuvre. Et là, on a opté pour quelque chose qui nous semble très bien marcher, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'est de s'organiser avec des équipes multimétiers, des équipes transverses dans lesquelles il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, du monde de la tech, qu'il faut bien caster. Le casting est important de ces personnes, au-delà de leur expertise dans la technologie, c'est leur capacité à intégrer une grande organisation. Donc, les soft skills sont tout aussi importants que les technical skills. Et dans ces équipes multimétiers, on va trouver des ressources de l'extérieur, mais également, c'est très important, des personnes en interne du métier, qu'il faut aussi bien caster. Des gens ouverts, des gens qui ont de l'énergie, et qui acceptent un peu ce virage culturel. Et après, une fois, on dit, bon, c'est bien. Mais après, comment
créer les conditions pour que ces gens puissent s'épanouir. Et donc, c'est de leur dire, dorénavant, vous allez fonctionner en mode startup, en mode agile, en mode transverse et collaboratif. Et il faut créer ces conditions et de loin préserver le cadre qui leur permet de s'épanouir. Ils ont le droit d'innover. Ils ont le droit de prendre de l'initiative, ce qui veut dire qu'ils ont le droit aussi de se tromper. Et ça, c'est important, cette mise en confiance, qui permet aux gens, une fois ils sont libérés, les gens réalisent des choses insoupçonnées. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me rend très fier que ce programme et que ce qui est en train de se passer, en partie avec l'aide de gens de l'extérieur, mais en grande partie en se reposant sur les équipes de l'entreprise, des équipes qui étaient déjà là. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Je parlais de top management, j'ai parlé de l'équipe multimétier transverse mode startup. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est quand on aborde, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un sujet très vaste. Le premier risque qu'on prend, c'est de se disperser. Donc, nous, dans notre cas, dès le départ, on s'est dit, on va se focaliser, on va choisir et sélectionner un certain nombre limité d'initiatives, de projets, et on va mettre toute notre énergie sur ces initiatives-là pour se donner toutes les chances pour que cela se passe bien et se concrétise. Parce que le parti pris était de dire, si cela se passe bien, ça va amener un sentiment de fierté qui amène de la confiance. Cette confiance nous amène à prendre des risques beaucoup plus importants. Donc, je dirais en tout cas dans notre expérience 3 choses. C'est vraiment beaucoup d'investissement, du top management et d'appropriation. C'est des équipes externes, internes, en mode transverse, agile, qui fonctionnent dans une logique de start-up. Et troisièmement, c'est choisir ou sélectionner un certain nombre d'initiatives limitées et mettre toute son énergie dedans. M. Khalis, comment évaluez-vous votre expérience de transformation digitale au sein de Marjan Holding et quelles étaient les retombées effectives, que ce soit sur le chiffre d'affaires, la création d'emplois et surtout les aspects, disons, de l'innovation, mais également de la compétitivité? Alors, je vais répondre sur 2 registres à votre question. Alors, nous sommes très contents des résultats et très satisfaits pour 2 raisons. Et c'est ça un peu les 2 registres. Il y a un peu un registre de l'ordre du subjectif et de l'émotionnel. C'est quand je vois que les gens à l'extérieur, qui sont en train de changer le regard qu'ils portent sur l'entreprise, sur qui nous sommes, Marjan, qui nous disent, franchement, on ne pensait pas que vous, Marjan, avec toute la taille que vous avez en si peu de temps, en plus dans un contexte sanitaire qui rendait les choses un peu plus compliquées, on ne pensait pas que vous étiez capable de faire tout cela, et c'est concret, c'est visible. C'est également en interne, où il y a 3 ans, il fallait expliquer un certain nombre de choses, en mode un peu top-down, et qu'aujourd'hui, les équipes dans nos magasins, par exemple sur le e-commerce, ces équipes, c'est elles-mêmes qui demandent et qui posent des questions, qu'est-ce qui est prévu l'année prochaine? Parce que moi, dans mon magasin, le e-commerce est devenu important. Parce que je vois, je continue de faire le chiffre dans le physique que je faisais avant, mais je vois tout l'incrémental que le e-commerce m'apporte et toute la rigueur et l'exigence, et ça peut-être on pourra y revenir après, comment aussi ce type de programme impacte une organisation. Ça amène un certain niveau d'exigence qui au début peuvent paraître contraignants pour l'organisation, mais qui rend les gens très fiers et qui disent on en demande plus. Ça, c'est le premier registre de la réponse sur un peu subjectif et comment et l'extérieur et aussi notre organisation est en train de vivre cette aventure. Maintenant, d'un point de vue réalisation concrète et chiffres, j'ai commencé par dire que nous étions très satisfaits parce que je parlais de la data. Nous sommes très contents d'avoir aujourd'hui le premier et le plus grand programme de connaissances clients au Maroc. Nous sommes très contents d'être capables d'initier aujourd'hui le premier smart marketing, du marketing personnalisé à grande échelle, une échelle industrielle. On est en train de le faire. Je suis très content quand on parle de e-commerce. Alors on avait annoncé des chiffres au démarrage il y a 1 an où ça représentait à peu près l'équivalent de 2 supermarchés. Aujourd'hui, ça en représente 4. Donc ça a doublé en moins d'1 an et la dynamique, elle continue. Je suis très content quand je vois que nous avons créé 200 emplois directs. Je parle d'emplois directs dans nos magasins, entre ceux qui préparent, ceux qui livrent et ceux en centrale qui designent
tout cela. Nous parlons de 200 emplois directs. C'est une grosse PME relativement à l'économie marocaine. Et nous sommes très contents parce que cette activité, quand je parle de e-commerce, elle se fait d'un point de vue de création de valeur avec une logique incrémentaliste par rapport à ce qui se passe dans le physique. Donc il y a beaucoup de nouveaux clients qu'on n'avait pas dans nos magasins, où nous avons des clients dans nos magasins qui alternent et qui mixent de l'achat comme avant offline dans le physique, mais également online, et donc ça nous permet de créer plus de valeur. Donc il y a tout cela qui aujourd'hui, oui, nous rend très très fiers. Merci encore une fois, Monsieur Khalis. Tout à l'heure, j'ai dit vraiment au début que les rencontres MRTB agissent aussi dans la logique d'être inspirées par les différentes expériences connues et également en termes d'apprentissage. Et moi, j'aimerais bien, mais je sais pertinemment que vous êtes quelqu'un de vraiment humble, voilà, et je peux le confirmer vraiment, pour échanger avec vous avant cette rencontre. Mais j'oserais quand même, et j'abuserai un petit peu de votre gentillesse pour vous dire, si vous deviez vous adresser aux managers au sein des entreprises pour leur dire ou leur adresser un message sur comment on peut préparer une véritable transformation digitale et surtout mieux la mener. Quel serait votre message principal? Alors, c'est toujours difficile quand on essaie de donner des conseils aux autres. Moi, je pense le point de départ, il est important. C'est déjà de prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Là, je me permets de citer Darwin. Tiens. Les êtres qui survivent ne sont pas les plus smart, les plus intelligents ou les plus rapides, mais c'est ceux qui sont capables de s'adapter plus facilement au changement. Et donc, c'est de prendre conscience qu'il y a un changement profond qui est en train de s'opérer autour de nous. Ça, c'est très important. Et donc, il faut l'aborder. Je pense déjà, si on est d'accord là-dessus, je pense que ça nous fait déjà une bonne plateforme pour partir. Alors ensuite, je pense pour rester simple, c'est de ne pas trop intellectualiser les choses parce que c'est un monde vaste. Et c'est un monde où si on ne sait pas ce qu'on est venu chercher, on finit quelque part. Et donc, je pense qu'il faut commencer petit. Il ne faut pas avoir peur de démarrer petit. Démarrer par des petites choses, mais des choses concrètes. Parce que ça amène deux choses. On commence à comprendre, en tout cas un début de compréhension, par des choses tangibles. On n'est plus que dans la théorie. Ça, c'est de 1. 2, la réussite sur des petites initiatives amène, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de test and learn dans le digital, ça amène de la confiance. Et cette confiance, c'est ce qui permet d'envisager la deuxième step, l'étape suivante, qui peut être beaucoup plus importante, etc. etc. Et après, c'est une logique itérative. Et puis, quand on crée cette dynamique, parce que ça se passe bien la première fois, on fait une deuxième fois, et ça se passe bien, troisième, etc., après, on rentre dans quelque chose de vertueux. Et du coup, moi, je pense qu'il n'y a pas... je pense, en résumé, c'est prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas juste ailleurs, ce n'est pas juste les autres, c'est en train de se passer également chez nous. Sous une autre forme peut-être. Il y a des formes similaires, mais il y a certaines formes, c'est différent. Mais c'est en train de se passer. Et de dire, ne pas avoir peur de démarrer petit pour apprendre, pour construire de la confiance qui permet d'aborder le reste et pour créer ce cercle vertueux, cette dynamique positive. Alors en parlant de cette confiance, vous m'amenez à passer à des questions qui concernent essentiellement cette relation entre les entreprises et les startups. De manière générale, vous l'avez mentionné tout à l'heure dans vos réponses, mais avant de le faire, j'aimerais juste me diriger encore une fois vers notre communauté, juste pour les inciter ou les inviter à poser leurs questions. Je ne sais pas encore où est-ce que nous en sommes. Certainement, il y a des questions que vous avez commencé à poser, mais on va me les remettre certainement. Je te remercie, cher ami. Donc, on va pouvoir les poser tout à l'heure. Et permettez-moi juste de poser quelques-unes que j'avais préparées. Et sur cette relation-là entre les entreprises et les startups, pour parler aussi de l'avenir de cette collaboration, j'aimerais juste dire d'abord que vous, en tant que Margen Holding, vous étiez l'un des premiers, en tout cas, champions nationaux à avoir fait confiance aux startups et surtout avoir fait confiance à leur force et à leur capacité d'innovation. Et j'aimerais juste que vous nous disiez, Monsieur Khalis, comment est née
cette collaboration entre vous et les startups, puisque vous l'avez mentionné il y a un instant, vous avez dit que vous vous êtes appuyé quand même dans le cadre de la plateforme que vous avez lancée sur 100% de startups marocaines. Donc j'aimerais bien savoir comment est née cette relation, comment elle s'est construite ou co-construite. Je pense que c'est le sujet, comment on l'a co-construit, sachant que les champions nationaux sont organisés, ont des processus, des procédures certainement, alors que les startups, généralement, quand elles démarrent, ne sont pas forcément dans cette structuration ou cette organisation. Comment est née cette collaboration entre vous et les startups? Alors, je vais me référer à deux exemples de collaboration qui me tiennent à cœur. Un dans la data, le deuxième plutôt dans le e-commerce. D'abord, je vais me permettre de dire, je ne crois pas beaucoup dans les dogmes. On ne peut pas, de manière dogmatique, acter et décider de faire les choses d'une certaine manière. Ou en tout cas pas au début. Et c'est né par une logique très pragmatique. À un moment donné, on était sur une problématique business et on s'est dit, voilà ce qu'on souhaite faire. Par exemple, sur la data, voilà comment on souhaite le construire. Alors, pour un certain nombre d'aspects, on a les skills en interne, mais pour beaucoup d'autres aspects, alors soit on va chercher ces skills à droite à gauche, soit on s'appuie, on cherche des gens qui savent, qui sont en avance, qui savent déjà faire. Et là, il faut avoir un peu d'humilité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de dire, là je ne sais pas faire, je vais chercher des gens qui savent faire. Et donc dans la data, on a fait appel à une startup qui s'appelle IUX Lab. Je suis un des cofondateurs qui s'appelle Souleymane Elharj, que je salue au passage s'il nous regarde, qui nous ont accompagnés petit à petit. Alors, il se trouve que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qu'on avait designé au premier jour. Mais ça aussi, il faut être ouvert par rapport à cela. Mais ça rejoint l'idée de tout à l'heure, démarrer petit. Donc, on a initié la collaboration sur un scope qui était assez limité. Et puis à partir de là, on s'est dit, ça se passe bien, mais en fait, nous-mêmes en interne, ça nous a permis de commencer à comprendre davantage et de dire, mais en fait, il faut aller plus loin. Si on veut créer encore plus de valeur, il faut aller plus loin. Et donc, on a réfléchi ensemble, entre nous, les équipes de cette start-up, de comment on peut envisager cette suite. Et chemin faisant, cette relation, tout en créant de la valeur, ça c'est important. C'est pour ça que je disais, c'est pas dogmatique, c'est pragmatique. Il faut que ça crée de la valeur, dans les deux sens, et pour nous, et pour la start-up. Une relation qui ne construit pas de valeur pour les deux parties, et n'ira pas très loin. Elle ne peut pas survivre autant. Donc ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, mais c'est un peu dans la philosophie, c'est le même sujet. Donc on travaille sur le e-commerce. Nous avons lancé avec il se posait la question du last mile. Donc nous, on avait la technologie à un moment donné, on s'est dit, pour ce last mile, il nous faut quelqu'un pour nous accompagner avec des véhicules réfrigérés. Donc au début, c'était du e-commerce avec une logique de programmer, c'est-à-dire le client, il rentre, il achète, commande ses produits et il choisit un créneau horaire pour se faire livrer. Et donc, on s'est reposé sur une start-up, une première qui s'appelait e-Delivery et qui nous a accompagnés pour la mise en œuvre de toute l'infrastructure logistique, avec notre technologie, mais l'infrastructure logistique, donc toute la flotte, les véhicules, les équipes, etc., pour nous accompagner là-dessus. À un moment donné, on s'est dit, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller de ce qu'on appelle la livraison express. Donc, sur notre plateforme Marjan, à ce moment-là, on a réfléchi tout de suite au modèle opérationnel. Le modèle logistique de livraison express ne peut fonctionner que dans une logique qu'on appelle ubérisée, alors distribuée. Et à ce moment-là, ça passe par deux choses, de la technologie, une certaine technologie, et puis une capacité à faire tourner un univers d'auto-entrepreneurs en tant que livreur. Sur ces deux composantes, alors, on s'est dit on n'est pas prêt, ça nous prendra beaucoup de temps pour le faire. Et donc, on est parti, on s'est dit on veut s'appuyer sur une start-up. Et on a regardé qui, dans le marché, avait ce savoir-faire, mais avait un certain niveau de maturité pour qu'on puisse réussir cette collaboration. Et je reviens sur l'histoire des startups marocaines. Et aussi une startup avec un ADN marocain. Et avec un tour de table marocain. Pour nous, c'était important au démarrage. En tout cas, dans ce cas d'espèce, alors du coup, c'est comme ça que Marjan et Calix, on a décidé ensemble, nous Marjan, les cofondateurs de Calix, de collaborer ensemble. Mais c'est une très très belle expérience. Moi, j'en suis ravi
parce qu'il y a une dimension business, rationnelle, avec beaucoup de KPIs, évidemment. Il ne faut pas oublier, on a créé de la valeur ensemble. Donc il y a beaucoup de rationalité économique dans tout cela. Mais très vite, on bascule sur un registre qui devient personnel. Et ça, on peut en parler dans un deuxième temps, mais qui est tout aussi important que le premier registre qui est rationnel. Quelle lecture faites-vous du potentiel des startups au Maroc de manière générale et dans quelle mesure, même si vous y avez répondu un petit peu, dans quelle mesure elles peuvent réellement influer sur le commerce de manière générale et le retail en particulier? Très bien. Je pense que le potentiel est très important. Il est beaucoup plus important qu'un mot. Parce que, encore une fois, il y a très peu de données chiffrées disponibles sur ce qui est en train de se passer. Et je vais avec beaucoup d'humilité un peu partager quelques chiffres qui montrent tout de suite la puissance de ce qui est en train de se construire dans notre pays. Alors, le potentiel dans le monde du commerce de manière générale. Alors, on va trouver une première verticale, on va trouver ce qu'on appelle les plateformes d'agrégation, type Glovo, c'est des Espagnols avec un rayonnement, on va dire régional en Afrique, en Europe. On va trouver du Jumiafu, plutôt africain. On va trouver du Cadix, mais on va trouver du Yassir, mais on va trouver des moins connus, du Simply, du Wibili, du Livry. Je ne sais pas combien je suis arrivé, mais 7, 8, 9. Et donc, ce qu'on appelle des plateformes d'agrégation qui servent d'intermédiaires entre principalement des chaînes de restauration, mais aussi des chaînes d'hyper-supermarchés, et puis le client final. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, une idée sur le chiffre qui transite sur ces plateformes. Aujourd'hui, le volume d'affaires qui transite sur ces plateformes d'agrégation, on parle entre 1,5 milliard et 2 milliards de dirhams. C'est énorme. Ce chiffre était zéro il y a 4 ans, ou il y a 5 ans. Alors, on est passé en 4-5 ans, on est passé de zéro à quelque chose entre 1,5 milliard et 2 milliards. Il y a également une deuxième verticale, c'est plutôt des startups qui accompagnent le développement du e-commerce dit non alimentaire. Principalement les marketplaces ou un certain nombre de retailers, de prêt-à-porter, d'équipements de la maison, etc., etc. Des gens comme KT10, des gens comme Chronodiali, des gens comme Colis Privé, etc., etc. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont, en tout cas, de startups naissants et d'une certaine taille, avec un certain rayonnement, une certaine puissance qui opère là-dedans. On va trouver également, et tout ce que je décris là, c'est des choses qui existent, des choses qui ont démarré, 2, 3, 4 ans, qui gagnent en puissance, en taille, et c'est des opérateurs qui sont en train, petit à petit, de redéfinir les règles du jeu. Et je pense, dans quelques années, c'est des choses qui vont devenir très très visibles. Déjà, les plateformes d'agrégation sont visibles par leurs livreurs. On les voit, on les reconnaît avec leur casque, leur mobilette, etc. Sur ces deuxièmes, peut-être qu'ils le sont un peu moins, la deuxième verticale. On va trouver parce que on parle de commerce au sens large, on va trouver dans l'univers du commerce de proximité. C'est tout un écosystème. C'est tout un écosystème avec une dimension économique, mais une dimension sociale dans notre pays. Parce qu'il y a une centaine de milliers de familles qui vivent, qui prospèrent autour de l'écosystème du commerce de proximité. Et là, il y a des startups qui là-dedans, apportent un certain nombre de services, dont certaines deviennent aujourd'hui très visibles. On parle de Shelly, et on parle de Seleti, c'est un peu le challenger, mais il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Et maintenant même, il y a un certain nombre d'opérateurs de la région, notamment du Moyen-Orient, des opérateurs égyptiens, qui sont en train de regarder cela. Après, on ne peut pas aborder la question du commerce sans parler de data, de clients, de ce qui est en train de se passer là-dedans. Et là, et côté GMS, mais également côté commerce de proximité, mais commerce au sens large, au-delà juste de la vente de produits de grande consommation, dans la restauration, dans les centres commerciaux, le prêt-à-porter, l'équipement de la maison. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer. J'ai parlé tout à l'heure d'un changement de paradigme où on passe historiquement d'une logique, on ne connaissait pas le client, donc la logique marketing était drivée par le produit. On a les moyens de comprendre nos clients aujourd'hui, et donc on a un nouveau marketing drivé par le client et par une connaissance pointue de ce client, et cela amène des boulevards d'opportunités. Et je suis très content de ce qui est en train de se passer, et tout cela juste pour dire de manière très concrète, j'espère, qu'il y a un potentiel énorme une partie est déjà là, mais le plus gros, il est devant nous. Donc il y a un boulevard d'opportunités. Monsieur Khalis, comment prend forme cette relation, cette collaboration entre vous et les startups de manière générale? Vous nous en avez cité quelques
éléments, mais est-ce qu'il y en a d'autres que vous souhaiteriez aussi partager avec nous pour que l'ensemble des entrepreneurs de l'avenir, ou peut-être les startups qui existent aujourd'hui, qui pourront bénéficier de l'accompagnement de la MRTB, puissent comprendre aussi comment ça marche. Comment est façonnée cette collaboration, cette relation, en tenant compte encore une fois des procédures de l'entreprise, des process et des canaux utilisés par l'entreprise de manière générale. Alors, les startups naissent petites by design, par construction, et c'est l'ordre naturel des choses. Et puis après, ça grossit. Et ce qui se passe, bon, je ne viens pas de l'univers des startups, donc là encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde ces questions-là, mais je vais essayer à chaque fois d'apporter des éclairages de par la relation que j'ai personnellement eue à travers Marjan et la collaboration avec les startups marocaines avec lesquelles déjà on travaille. Donc je disais, ça, c'est petit et donc on est plutôt dans la qualification de l'opportunité. Et puis à un moment donné, on dit mais il faut aller plus loin, soit on va chercher du financement, donc on a affaire à des VC, des capital risqueurs, des fonds de capital risque, qui eux ont l'habitude de dealer, de gérer en tout cas leur relation avec cet écosystème de start-up. Donc le monde des VC, il est câblé, il est organisé pour un peu comprendre la culture d'une start-up. Ça l'est beaucoup moins quand on parle d'une organisation, encore moins d'une grande organisation. Parce qu'une grande entreprise, elle est drivée beaucoup par une rationalité économique, par beaucoup de process, de KPIs, il y a du contrôle de gestion, chaque dire un compte, il y a de l'audit, il y a des process qu'on audite à la fin de l'année, etc., etc. Et puis de l'autre côté, on a affaire à une start-up qui vient, pleine d'ambition, d'énergie, et qui doit, alors après ces deux univers doivent se retrouver et voir comment collaborer ensemble. Là, j'ai envie de dire, il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, il faut une raison économique de création de valeur pour les deux parties. Sinon, ça ne se fera pas. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes ensemble d'abord parce qu'on crée de la valeur ensemble. Sinon, on peut démarrer ensemble et on ne restera pas longtemps ensemble. Donc, c'est important que les deux parties le comprennent. Qu'est-ce que l'entreprise vient chercher quand elle collabore avec une start-up? Qu'est-ce que la start-up, de manière très concrète, peut apporter à l'entreprise? De manière très concrète. Ça, c'est le registre de la rationalité économique. Et ensuite, je pense que la start-up, elle vient, elle connaît la grande entreprise. Donc, la grande entreprise n'a pas, entre guillemets, des preuves à apporter. Parce qu'elle est là et que cette start-up la connaissait déjà, c'est pour ça qu'elle l'a approché. En revanche, l'entreprise, la grande, elle connaît beaucoup moins la start-up. Et donc, c'est là où, à défaut d'avoir des chiffres en plus qui manquent souvent, et c'est normal, c'est dans la nature des choses, une start-up naissante qui a un recul de 1 an, 2 ans, c'est normal qu'il y ait beaucoup de chiffres qui manquent. Donc, il nous faut de la confiance pour compenser cette absence de chiffres, de choses rationnelles, de KPIs. Et donc, quand quelque part, on parie sur une start-up, on parie sur ses fondateurs. Et donc, la relation devient personnelle. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, il y a des choses qui transcendent la rationalité économique. La relation personnelle, donc on parie sur des individus et sur leur capacité à ne pas oublier, moi j'insiste beaucoup là-dessus, la création de valeur. Ils sont là parce qu'ensemble, on pense qu'on va créer de la valeur. Donc on n'est pas là juste créer pour créer, mais on crée parce que on s'y retrouve ensemble. Donc très vite, c'est épouser cette logique un peu rationnelle, qui est assez prédominante, généralement dans les entreprises établies. Et puis, il faut, côté de la startup, être tout de suite dans la sincérité, dans la vérité. Et dans la transparence, parce qu'on a besoin de confiance. Vous me faites confiance, vous savez qui c'est. Dans le cas de Marjan, nous sommes une institution, nous avons nos magasins, les clients nous connaissent, etc., etc. Et moi, je vous connais beaucoup moins et donc j'ai besoin d'une transparence totale. Ce qui existe, on le dit. Ce qui va exister, on le dit avec les risques inhérents. Ce qui n'existe pas, on le dit également. Et parce que j'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on peut avoir des gènes, une forme de gène, de dire si je leur dis que je n'ai pas encore ça, ou c'est pas dans ma roadmap, ça va être mal interprété. Non, au contraire, ça permet de développer cette transparence qui est nécessaire pour qu'on puisse ensemble faire du business, du business avec une certaine taille qui doit être significative et créatrice de valeur, encore une fois, pour les deux parties.
Alors, avec votre permission, M. Khalis, je vais en tout cas prendre quelques questions qui sont posées par la communauté. Je prendrai la première qui renvoie certainement vers le mode que vous avez utilisé après le lancement de votre plateforme, c'est-à-dire le paiement par carte bancaire, donc TPE j'imagine. Alors, je ne connais pas la personne qui a posé cette question, mais en tout cas je vais la poser. Quelle est selon vous la formule magique pour convaincre les Marocains de payer par carte bancaire, ainsi résoudre plusieurs problèmes logistiques? Les Marocains ont bien... Alors, la question elle est posée déjà par rapport à un contexte où on parle beaucoup de cash en delivery. C'est-à-dire vous payez à la livraison, qui est une pratique un peu standard du marché. Parce que le premier e-commerçant a fait comme ça. À mon avis, si le premier e-commerçant n'avait pas proposé du cash en delivery, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui, globalement, on parle de 80-20, 85-15. 85, c'est du cash en delivery. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est que pendant le Covid, les gens pouvaient payer en cash, mais pour un certain nombre de raisons sanitaires, je suis d'accord, le paiement, le 85-15 est devenu 50-50, voire, de ce que je sais, du 30-70, c'est-à-dire 70% paiement par carte. Comme quoi, les gens peuvent, même quand ils ont le choix entre les deux modes, mais parce qu'on va dire, oui, mais il y avait un contexte sanitaire, oui, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'il y avait une raison pour le faire. En fait, il faut donner une raison pour le faire. Bon, on ne va pas nous souhaiter tous à chaque fois un Covid pour faire basculer les pratiques sur cette question. Je pense, plus sérieusement, il y a deux choses. Il faut, je pense qu'il y a la question de la confiance. Les gens, le client préfère, quand il a l'option entre les deux modes de paiement, préfère payer en cash à la livraison, ou quelque part il est en train de se garder une assurance, de se dire si je ne suis pas content, j'ai un moyen de pression. Et je pense déjà ça commence par dire créer un lien de confiance entre le commerçant et le client. Satisfait ou remboursé, mais pour de vrai. Et quand vous n'êtes pas satisfait, je ne mets pas 3 semaines à vous rembourser. Je vous rembourse en temps réel. L'argent, il vous revient comme je vous l'ai pris en temps réel. Mais je vous le rends quasiment en temps réel. Je pense que ça traduit un déficit de confiance entre le commerçant et le client. Ça, c'est le premier point. Je pense que le deuxième, et c'est plutôt une responsabilité côté commerçant que côté client, pour que les choses soient très claires. Je pense que le deuxième, à mon avis, levier, c'est créer une logique d'incentive. Alors, il y en a certains, ce que je sais, qui s'y essaient, peut-être c'est pas assez, c'est-à-dire des incentives marketing, en tout cas un certain nombre d'avantages qui sont plutôt spécifiques à une logique de prepayment par carte. Alors, il y a une autre question qui dit, est-ce que vous envisagez un échange d'informations omnicanal entre GMS, carte de fidélité, et e-commerce pour optimiser le listing, offre promotionnelle et merchandising? C'est-à-dire, là, ce que je comprends de la question, est-ce que nous margeons entre nos canaux physiques et les canaux digitaux, est-ce que aujourd'hui... C'est ce que j'ai compris aussi. Alors, la réponse est oui, et parce que la question peut-être a été posée parce que la plupart des enseignes, très matures sur ces questions, dans des pays, pas les enseignes, mais en tout cas des pays matures, l'Europe, bon, pour prendre des marchés proches de nous, ils ont peiné sur ces questions d'omnicanalité parce que les programmes de feed ont démarré il y a 20 ans, le e-commerce n'est devenu mature que depuis quelques années, après à un moment donné, donc c'est deux sujets qui ont été designés dans des échelles temps différents, et à un moment donné, c'est posé la question de comment on fait converger tout cela. Et ça n'a pas toujours été simple. Nous, on a eu la chance d'arriver il y a 3 ans de se dire, dès le départ, tout ce qu'on fera, il sera omnicanal. Il sera pensé et physique, offline, online. Et donc, on a dit, l'identification des clients. Alors, les standards qui sont, c'est les adresses mail. Dès le départ, on a dit non, parce que les adresses mail ont une faible pénétration au Maroc. En revanche, tout le monde a un téléphone. Donc, on va parler de numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone doit être reconnu dans le magasin, mais c'est le même qui est reconnu quand vous venez acheter en ligne chez nous. Et quand vous regardez, vous rentrez sur notre plateforme avec votre numéro de téléphone pour vous identifier, vous avez par exemple votre historique d'achat dans le magasin, mais vous avez également ce qui se passe, votre historique en ligne. On tient compte de ce qui se passe dans le physique pour vous proposer, et ça c'est des choses nouvelles, en ligne et vice-versa. En tout cas, l'idée est de dire oui, chez nous c'est parfaitement omnicanal, et parce que dès le départ, tout ça a été pensé de cette manière. Et ça nous simplifie
beaucoup de choses aujourd'hui. On est très content de ce choix parce que ça nous aide à aller beaucoup plus vite aujourd'hui sur un certain nombre de sujets d'actualité. Bon, une troisième question, avez-vous pensé à créer un cercle vertueux et une économie circulaire au niveau des déchets de l'entreprise pour éviter le gaspillage alimentaire et également au niveau du plastique pour établir une possibilité de récupérer les bouteilles en plastique vides et des fils plastiques d'emballage ainsi que des conteneurs en plastique? Et seriez-vous ouvert à travailler avec une start-up qui s'occupe de cette problématique en ce sens? Ah, mais ça, music to my ears. Je ne peux être que d'accord avec ça. On a lancé déjà, sur la question du plastique, on a déjà lancé une initiative dans un certain nombre de nos magasins où on demande aux clients, et on ne l'a pas fait tout seul, on demande aux clients de ramener des bouteilles et contre un certain avantage. Moi, je serais ravi de travailler sur ces sujets-là et trouver des gens qui se passionnent pour ces questions-là et qui peuvent, je parlais tout à l'heure de la start-up pour séduire un peu l'entreprise doit venir avec des réponses concrètes à un certain nombre de sujets et des questions que se pose l'entreprise. Clairement, on est sur un très bon exemple et je remercie la personne qui a posé cette question. Et après, on verra, après cet échange, comment on peut développer davantage ce sujet avec la personne qui a posé la question. En tout cas, j'en serais ravi. Merci, c'est Khalis. Une dernière question, au risque de peut-être de vous décevoir, vu le temps qui est imparti à notre rencontre d'aujourd'hui. Il nous reste 3 ou 4 minutes et je la poserai quand même. Alors, Monsieur Khalis, pensez-vous que vos prochaines plateformes digitales vont accueillir des produits et des services des particuliers et partenaires de Marjan, genre associations, PME, etc. Nous travaillons aujourd'hui, alors, la réponse, directionnellement oui. Après, c'est très difficile de dire un oui sans aucune réserve. C'est-à-dire oui, mais avec un certain nombre de conditions qui doivent être réunies pour que ça puisse se faire de manière efficace. Aujourd'hui, je vais prendre tout un pan de l'économie marocaine qui est très important, c'est l'artisanat. Alors, dans l'artisanat, je mets les produits de terroir, je mets les coopératives, tout ce qui est produits de terroir, coopératives, artisanat, etc. Donc, tout cela, je ne connais pas le terme le plus approprié pour un peu qualifier cet univers-là, mais nous sommes, pas en discussion, nous sommes en train d'implémenter, dans le cadre d'un modèle économique, d'une activité qu'on va lancer très bientôt, et même dans le cadre de ce qu'on fait sur le commerce en ligne aujourd'hui, comment mettre sur notre plateforme des produits d'artisanat, de coopératives, des produits de terroir. Et donc ça, on est en train de l'implémenter sur la plateforme actuelle et on est en parallèle en train de travailler avec, pour ceux qui connaissent par exemple, je vais le citer, le marché solidaire. On est à Casa, le marché solidaire de Casablanca, donc typiquement, on travaille actuellement avec le marché solidaire qui travaille avec énormément de coopératives derrière pour que lors du marché solidaire, une partie de cette offre soit disponible à Marjan, sur la plateforme digitale de Marjan, mais également, à travers ce marché solidaire, avoir accès à l'univers des coopératives et voir sur des futures plateformes sur lesquelles on est en train de travailler, qui seront lancées bientôt, qu'est-ce qu'on peut faire. Et clairement, sur le principe, oui, et ça m'amène à parler un peu de l'économie circulaire, mais moi, l'économie solidaire, peut-être c'est pas le terme approprié. Aujourd'hui, on vient de lancer, je crois aujourd'hui ou demain mercredi, en tout cas entre ce soir et demain, la plus grande plateforme de crowdfunding au Maroc à but non lucratif. Alors concrètement, c'est quoi? C'est que sur notre plateforme, sur notre application mobile ou le site, vous allez et vous pouvez, parce que, Inch'Allah, dans moins de 2 semaines, il y a Ramadan qui arrive, et donc c'est un mois et c'est une opportunité pour que des opérateurs économiques comme nous puissent faire des choses concrètes pour la société. Et donc cette plateforme de crowdfunding, ce qu'elle permet de faire, c'est à n'importe qui, Marocain, non Marocain, résident au Maroc, mais également à l'étranger, de rentrer sur notre plateforme et de contribuer de la manière la plus simple à contribuer à financer des stores que nous, Marjan, avec notre présence au niveau national, parce qu'on a des magasins partout, dans une trentaine de villes, à travers notre réseau de magasins, on puisse distribuer cette contribution à
travers en termes de produits, à toutes les personnes qui sont dans le besoin et qui en ont besoin. On le fait sans prendre aucune marge. C'est-à-dire, nous, sur tous les produits qu'on distribue, non seulement, on prend aucune marge, ça c'est très important, que les choses soient claires là-dessus, parce que c'est une responsabilité sociale et morale, et je suis très content, je pense que c'est un devoir, et je suis très content qu'on y arrive. Mais également, on contribue. Donc, par rapport à votre question, d'aller encore plus loin, oui, c'est quelque chose qui s'appelle Marjan solidaire sur notre application, sur notre site, n'importe qui peut contribuer. C'est quelque chose qu'on avait démarré l'année dernière, la veille de Ramadan. Cette année, on la démarre avec un peu plus d'avance pour se laisser le temps à tous ceux qui souhaitent contribuer, pour pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, très belle initiative et je vous en remercie. Moi, j'aimerais vous poser quand même une question, puisque l'occasion de cette rencontre est de parler aussi de la plateforme de manière générale. Et j'aimerais bien savoir aussi quelle pourrait être votre contribution dans le cadre de cette plateforme nationale de digitalisation du commerce. Alors, je l'ai dit au tout début, moi je salue, je félicite tous les acteurs qui ont contribué, à commencer par le ministère, par l'UM6P, par la Fondation ACP, tous les gens qui contribuent, et tous les opérateurs et les organismes qui ont contribué à ce que tout cela puisse voir le jour. Vous l'avez dit vous-même au début, on est au démarrage de tout cela. Et je suis déjà là, et j'en suis honoré. Donc on va dire que c'est un début. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par la suite. On sera honoré, et on est intéressé, et j'en serai honoré à titre personnel. Et nous, au Marjan, le groupe, on est très intéressé pour réfléchir ensemble comment on peut contribuer dans les deux sens. J'ai dit tout à l'heure, c'est important. Il faut qu'il y ait de l'intérêt pour l'écosystème et pour nous, et c'est la meilleure garantie pour que les choses puissent se faire de manière concrète, mais aussi durable dans le temps. On crée de la valeur ensemble. Quel conseil pourriez-vous adresser à la communauté des entrepreneurs qui aujourd'hui veulent réellement et ont l'intention d'investir, d'entreprendre en tout cas dans le cadre du commerce de manière générale ou du retail de manière particulière? Quel conseil pourriez-vous en tout cas partager avec eux aujourd'hui? J'ai envie de dire allez-y, parce qu'il y a beaucoup de choses. On n'est qu'au début de toute de tout ce changement profond qui est en train de se faire. On est qu'au tout début de tout cela, donc il y a énormément d'opportunités devant nous. La manière, à mon avis, encore une fois, je suis pas un start-upper, mais si je devais le faire de l'autre côté, moi je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui se passe, je pense deux choses. S'inspirer de ce qui se passe autour de nous. Alors autour de nous, c'est regarder le marché africain. Quoi qu'on dise, l'Afrique subsaharienne est en avance sur un certain nombre d'aspects, de dimensions. Ils sont en avance. En tout cas sur cette dimension, de comment le digital et la tech peut impacter l'univers du commerce, mais pas que le commerce, et au-delà. Je pense s'inspirer du marché africain, parce qu'en plus il a des problématiques similaires. On parlait tout à l'heure du cash on delivery. Par exemple, c'est des problématiques. Alors en Afrique, c'est des choses qu'ils ont craqué, ils essaient de craquer depuis déjà des années. C'est regarder le marché asiatique, parce qu'il est en avance. Le marché africain, parce qu'il y a un certain nombre de similitudes. Le marché asiatique, parce qu'ils sont en avance. Ils sont très en avance. Et donc regarder comme source d'inspiration, déjà ces deux sources d'inspiration. Et ensuite revenir et dire comment, alors venir faire un tour dans une GMS, chez nous, vous serez les bienvenus, mais également dans l'univers du commerce, comme je l'ai décrit tout à l'heure, de proximité, mais au-delà du commerce, pas que uniquement alimentaire, et discuter et dire quels sont les problèmes, les pain points sur lesquels on pense qu'on peut apporter des solutions concrètes. Et donc commencer par cela, partir de la problématique business, et ensuite démarrer petit. Ne pas dire je suis là pour solutionner tous les sujets. Démarrer petit, monter son POC, Proof of Concept, MVP, avoir quelque chose qui tourne, et puis on discute. Et on discute, et on affine, et on grandit ensemble. Et donc, c'est s'inspirer de ce qui se passe autour de nous, Afrique, Asie, de regarder ce qu'il y a de manière très concrète comme sujet à résoudre, et démarrer petit. Démarrer par quelque chose. Et réfléchir un peu, mais faire beaucoup. Si je devais le dire autrement. Merci, Monsieur Kamal Khalis. Peut-être, avant de terminer, un dernier mot
à adresser à la communauté MRTB, que nous encourageons tous à s'inscrire dans le cadre de ce programme pour pouvoir bénéficier de tout l'accompagnement qui est prévu pour eux et à leur bénéfice. Un dernier mot, peut-être en face de la caméra. Alors, moi j'ai envie de vous dire, mais avec énormément d'humilité encore une fois, que tout est à faire, qu'il y a un ensemble d'opportunités inouïes, infinies devant nous. Pourquoi ? Parce que, la société marocaine est jeune, parce que ces jeunes de moins de 20 ans qui sont nés avec un smartphone dans la main et qui ont un rapport avec le digital, un rapport très particulier, c'est des futurs chefs de famille avec un certain pouvoir d'achat. Donc ce sont les futurs consommateurs de demain. Et je ne peux pas croire que leurs habitudes en termes de shopping, en termes d'achat, demain, dans 5-10 ans, seront celles qui existent aujourd'hui. Donc ça crée un boulevard d'opportunités. Premier sujet. Deuxième, le nouveau modèle de développement. Horizon 2035. Il consacre tout un chapitre à l'économie numérique, l'économie digitale, à la recherche et l'innovation. Et cela montre qu'au niveau le plus haut de l'État, il y a une prise de conscience et surtout une volonté très forte d'aller de l'avant sur ce registre-là. Et puis troisièmement, on a besoin de financement. Je disais tout à l'heure, tout au début de cet échange, que certes on parle d'une centaine de millions de dollars, 1 et 2 milliards de financement des startups au Maroc la dernière année en 2021, et qui aurait dû être entre 2 et 4 milliards, et qui seront entre 5 et 10 milliards dans pas longtemps. Mais tout cela pour dire qu'on est au début aussi de toute une dynamique de financement. Il y a des VCs qui se structurent, qui se lancent, et donc on a les ingrédients, on a un consommateur qui sera de plus en plus digital demain, on a un cadre global où cette question elle est importante, il y a une vraie volonté d'aller de l'avant sur l'économie numérique, et enfin on a une logique de financement qui va se développer dans ce sens. Donc nous avons là les conditions pour que ça se passe bien. Donc tout est devant nous ensemble, et surtout vous, les jeunes, les entrepreneurs, les audacieux, c'est à vous d'aller le chercher. Merci beaucoup, Monsieur Kamel Khalis. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint au sein de Marjan Holding, en charge de la transformation digitale du e-commerce et de la data. Sincèrement, au-delà du plaisir d'être ici, d'inaugurer cette première rencontre de la plateforme MRTB, j'ai été vraiment et sincèrement honoré, et j'ai eu tout le plaisir d'échanger avec vous, de vous connaître, et je n'hésiterai absolument pas à vous dire merci beaucoup pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, et ça fait vraiment plaisir d'avoir des managers de votre calibre, de votre qualité avec nous. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et je me dirige vers notre communauté de la plateforme MRTB. Je vous remercie d'avoir encore une fois accepté notre invitation et d'être resté jusqu'à la fin. Et voilà, je vous dirai tout simplement avant de terminer, merci encore une fois à toute l'équipe qui est derrière l'organisation de cette rencontre et qui travaille dans le cadre de cette plateforme, que ce soit l'équipe au ministère de l'Industrie et du Commerce ou toute l'équipe de l'Université Mohamed VI Polytechnique et principalement du Startgate, que je ne pourrai pas nommer tous maintenant au risque d'oublier l'un d'entre eux. Et je remercie encore une fois l'Empire qui nous a accueillis dans ses locaux aujourd'hui à Sidi Maalouf, et je vous dis à très très bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Au revoir.